atakanyirubukozwemo atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira. Erreur des partis rwandaises. Et nous avons le privilège d'avoir un expert à la matière pour nous en parler, à la personne de M. Charles Onana. Monsieur Charles Onana, à vous la parole. Merci Tony Amongou, merci à tous les participants et bien sûr, j'ai la tâche extrêmement facilitée par le colonel Luc Marchal qui a, je dirais, en quelque sorte déblayé le terrain, planté le décor en présentant la situation dans laquelle s'est retrouvée la Minuar dans cette mission et les difficultés et les obstacles, je dirais, quasi insurmontables que la Minuar a pu affronter sur le terrain. Et il exprime tellement bien les choses que j'ai toujours d'ailleurs compris pourquoi le colonel Marchal, il est très difficile à certains médias de pouvoir entendre le colonel Marchal parce que d'abord, il est très difficile de contredire ce qu'il a vécu sur le terrain parce qu'il l'a vécu. Et la deuxième chose, c'est que l'écouter consiste aussi à accepter qu'une partie du discours qui est énoncé depuis 27 ans mériterait d'être revisé, corrigé et je dirais pour une partie écartée. Et donc, pour ne pas avoir à se soumettre à cet exercice-là, beaucoup préfèrent ne pas écouter le colonel Marchal ou entendre ce qu'il a à dire. Et j'ai dit donc qu'il m'a facilité la tâche parce que quand on arrive à parler d'échec des Nations Unies au Rwanda, je considère que avant de parler de ça, il est nécessaire sur ce qui m'a été demandé d'analyser ou d'exprimer dans le cadre de cette réflexion, c'est effectivement l'échec ou ce qu'on appelle l'attitude de la communauté internationale, la part d'ombre de cette communauté internationale à prévenir et à arrêter les massacres. Prévenir et arrêter vont bien ensemble parce que si on ne parvient pas à prévenir, c'est-à-dire à éviter, il faut arriver au moins à guérir, c'est-à-dire à arrêter, à stopper, à mettre fin. Donc, dans ces deux éléments, dans leur articulation par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain, je réfléchis sur deux axes essentiels. Le premier axe est de savoir est-ce que la communauté internationale a tout fait pour éviter l'attentat, par exemple, et les massacres, puisqu'on nous dit que c'est l'attentat qui est l'événement déclencheur de la tragédie rwandaise. Donc, est-ce que la communauté internationale a donc tout fait pour éviter l'attentat et les massacres? Le deuxième point, c'est de savoir ce que la communauté internationale a fait après l'attentat pour arrêter les massacres. Autrement dit, a-t-elle aussi tout fait pour arrêter les massacres après l'attentat? Eh bien, je dirais que sur le premier point, d'ailleurs, une observation était importante parce que puisqu'on est justement sur le registre de l'échec, que tout le monde a parlé de l'échec des Nations Unies au Rwanda, mais en réalité, cela n'explique rien. Parce que quand on dit qu'on a échoué, ça signifie qu'on a raté quelque chose, on n'a pas pu accomplir un acte qu'on voulait accomplir. Le rapport Carson, à l'époque, était le rapport qui était fait par un groupe d'experts pour examiner le rôle et l'action des Nations Unies.
Dans ce rapport-là, on disait que l'ONU a failli à ses obligations envers le peuple rwandais lors du génocide de 1994. Et on dit effectivement que l'organisation elle-même, mais aussi les États membres, auraient dû reconnaître plus clairement, plus franchement et beaucoup plus rapidement leurs torts et faire amende honorable. C'est ce que dit le rapport Carlson. Mais là encore, une fois de plus, c'est très général et ça n'exprime rien de précis pour qu'on comprenne précisément à quel niveau l'échec apparaît. Et lorsque le colonel Marshall faisait sa description tout à l'heure, on voit très bien que dans les différentes séquences qu'il a présentées, on peut identifier avec précision l'endroit où il y a eu des problèmes et quel type de problèmes se sont posés. Dans le cas des rapports des Nations Unies, que j'ai lu et relu pendant plusieurs années, je n'ai pas pu voir avec précision ce que le rapport Carlson met en cause pour expliquer aussi avec précision l'échec des Nations Unies au Rwanda. Et c'est ça qui m'a intéressé et qui m'a interpellé, qui m'amène donc à aborder le rôle de la communauté internationale dans le but d'éviter l'attentat. Je serai très bref parce que je pense que comme il y a beaucoup d'intervenants, il faut faire ressortir les points saillants. La première chose qui a été évoquée aussi par le colonel Marshall tout à l'heure, c'est la création de la MONUR. La MONUR a été créée par la résolution du Conseil de sécurité, la résolution 846 du 22 juin 1993. Et c'était quoi la MONUR et sa mission? C'était une mission d'observation des Nations Unies, Ouganda-Rwanda, donc qui faisait suite à la demande du Rwanda et de l'Ouganda de mettre sur pied un groupe d'observateurs militaires neutres à la frontière entre les deux pays. Mais pourquoi? Parce que, évidemment, les autorités rwandaises soupçonnaient l'Ouganda d'aider le Front patriotique rwandais en lui fournissant des armes et des soldats pour appuyer son action militaire. Donc, lorsque cette mission a été mise en place, donc, il était évident qu'elle allait faire son travail correctement. Mais quand on regarde effectivement le travail qui a été accompli par cette mission, on se rend compte que non seulement elle n'a fait que partiellement son travail, puisque les armes quittaient l'Ouganda et passaient au Rwanda via effectivement la frontière qui était censée être surveillée, et assez souvent la nuit. Et lorsque les éléments de la MONUR découvraient effectivement qu'il y avait des armes qui passaient, il n'y avait pas, le Conseil de sécurité n'a pas mis en place un dispositif de sanction pour que effectivement les gens qui font passer des armes clandestinement soient sanctionnés, soit du côté de l'Ouganda, soit du côté du Rwanda, ceux pour qui ces armes étaient destinées. Il n'y a pas eu de processus, il n'y a pas eu de décision pour sanctionner cela. Et en réalité, lorsque j'ai vu ces différents rapports qui montraient très clairement que le Front patriotique rwandais recevait des armes, il y a même eu un moment donné où on a arrêté effectivement un camion avec des jeunes soldats du FPR qui étaient dans le camion. Ils disaient qu'ils étaient invités en vacances au Rwanda. Bon, alors, on ne sait pas qui les invitait en vacances, mais en fait, cela est passé comme ça, sans examen, sans enquête. La deuxième résolution qui est intéressante et évidemment évoquée par le colonel Marshall, c'était la résolution 872 du 5 octobre 1993 qui créait la MINUAR. Donc, la mission de la MINUAR était donc une mission, les principaux objectifs, c'était d'assurer la sécurité de la ville de Kigali, de superviser l'accord de cessez-le-feu et de superviser les conditions de la sécurité générale dans le pays.
Bon, vous avez suivi avec attention la description qu'a fait le colonel Luc Marshall sur à la fois les espoirs et les difficultés dans l'exécution de la mission de la MINUA. Je passe donc là rapidement pour montrer que on a, dans un premier temps, sur le papier, la volonté d'accomplir une mission de paix, une mission de sécurité, une mission qui va accompagner la transition politique, le changement progressif, méthodique d'un régime monopartisan à un régime pluripartisan. Et la communauté internationale se met en position de garante de cette mutation. Sur le papier, les choses ont l'air claires, simples, évidentes, mais sur le terrain, on se rend compte qu'il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles. Quand on parle donc de ces obstacles à prévenir, on constate effectivement que l'un des partenaires qui est le FPR, qui est le partenaire de la paix, parce que là, on est dans une mission de paix, on parle de la défense de la paix par rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est son cheval de bataille principal. Et lorsqu'on se rend compte qu'il y a un adversaire ou un partenaire, plutôt, parce que c'est l'adversaire du gouvernement rwandais, mais c'est le partenaire de la paix internationale. Quand on se rend compte qu'il y a un partenaire qui ne joue pas le jeu, eh bien, on se rend compte qu'il n'est pas reprimandé, il n'est pas sanctionné. On attire toujours, pendant toute cette période-là, l'attention était toujours portée vers les autorités rwandaises qui devaient faire le maximum d'efforts pour la paix, qui, quand ces observations étaient exposées au Conseil de sécurité aux Nations Unies, on considérait que c'était plus le gouvernement qui devait faire des efforts que ceux qui réclamaient la démocratie. Donc, la répartition des rôles au niveau de la communauté internationale entre la rébellion du FPR et les autorités rwandaises était, à mon avis, à mes yeux, et ce n'est pas seulement à mes yeux, mais même aux yeux des Rwandais, était un peu déséquilibré. Parce qu'on avait l'impression que tous les efforts devaient être faits et devaient venir du côté des autorités rwandaises et très peu d'efforts en matière de respect de la paix, de tout le processus qui devait conduire à la paix et à la transition politique de façon pacifique. Tous ces efforts ne devaient venir que d'un côté et pas de l'autre. Évidemment, lorsque le colonel Marshall souligne que les difficultés, il l'a dit d'ailleurs à de nombreuses occasions, que les difficultés, par exemple, sur le contrôle des armements, qui était d'ailleurs le rôle du colonel Marshall, le gouvernement semblait être plus disponible à accepter ce contrôle des armements, alors que le FPR, lui, était plus réticent à ce contrôle. Donc, évidemment, il y avait un qui était réservé sur le cheminement vers le processus de paix et un autre qui semblait ouvert au cheminement vers le processus de paix. Mais le discours médiatique et le discours international a quasiment inversé les rôles. C'était plutôt le gouvernement qui semblait tout bloquer et tout freiner et c'était plutôt le FPR qui semblait beaucoup plus ouvert, etc., etc. Alors, le deuxième point est important parce que c'est là qu'on va donc vérifier si la communauté internationale ne sanctionne pas ou ne met pas en place un dispositif de sanction pour ceux qui ne respectent pas les actes qui doivent nous conduire vers la paix, qui doivent éviter effectivement ce qui va se passer, est-ce que concrètement, par après, les choses vont changer? Eh bien, on arrive fatalement donc à la fameuse journée du 6 avril, parce que, une fois encore, comme le colonel Marshall disait tout à l'heure, il y avait des espoirs qui montraient jusqu'au mois de mars que, bon, peut-être qu'on allait plutôt dans la bonne direction, que le gouvernement à base élargie allait voir le jour, que l'Assemblée nationale de transition allait s'installer. Eh bien non,
au début du mois de janvier 94 et jusqu'en février, comme il a dit, eh ben, on ne voyait que des incidents se multiplier et des incidents qui n'étaient pas toujours freinés ou, je dirais, sanctionnés par le FPR qui, à mon avis, puisque c'était lui qu'on considérait comme le groupe le plus ouvert, eh bien, aurait dû accepter, par exemple, le fameux parti CDR qu'on disait être le parti le plus obtus, le plus radical, celui qui n'acceptait absolument rien. Donc, on devait s'attendre à ce que le FPR accepte ce parti-là, puisque manifestement, il faisait plus obstacle à quoi que ce soit. Et eh bien, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs le même parti qui a servi de prétexte au FPR pour ne pas venir participer au processus de dénouement que tout le monde attendait et qu'on attendait surtout de lui. Et puis, lorsque survient cet attentat du 6 avril, dont on ne comprend d'ailleurs pas pourquoi il y a une réunion à Dar es Salaam le 6 avril, alors que manifestement, le processus de paix, les accords de paix ont été signés par les deux parties, que tout le monde est conscient du fait qu'on s'achemine vers le processus de paix. On organise une réunion clandestine, en quelque sorte, à Dar es Salaam, qui ne semble d'ailleurs pas surprendre la communauté internationale, qui ne se pose pas la question de savoir, mais à quoi sert cette nouvelle réunion de paix supplémentaire, alors que tous les accords sont signés, tout est en place et qu'on s'achemine nécessairement vers la fin du blocage politique. Eh bien non, l'avion est abattu. Et lorsque l'avion est abattu, on ne peut pas nous dire que c'est la MINUAR qui abat l'avion, parce que sur le plan militaire, techniquement, c'est la MINUAR qui est censée être une force multinationale, donc être plus équipée que n'importe qui là-bas. Manifestement, ce n'est pas du tout le cas. Et plus étonnant encore, c'est que personne ne s'interroge. J'ai oublié de mentionner, quand je disais tout à l'heure que les éléments qui permettent de savoir si la communauté internationale évite un attentat, j'ai oublié un point très important, qui est le tir sur le C-130 belge au mois de février 1994, qui est un élément très important parce que c'est un acte délibéré d'attaque contre un aéronef de la mission de la paix. Et les seuls rapports qui existent sur cette attaque-là ont été faits par le colonel Luc Marshall. Je n'en ai pas vu d'autres. Et je me suis posé la question de savoir si c'était les troupes rwandaises qui avaient tiré sur un C-130 belge, qu'est-ce qu'on aurait dit? Est-ce que ça aurait été une rupture de la paix, une rupture du processus de paix, une attaque au processus de paix? Comment on allait interpréter cette affaire-là? Mais le FPR a posé cet acte-là. La communauté internationale apparemment n'a pas été indignée ou émue de ça. Et finalement, le colonel Marshall a fait ses rapports et ces rapports ont été oubliés. C'est-à-dire que personne n'est revenu, même pas le général Dallaire, qui était le patron du colonel Marshall, qui aurait dû se plaindre vigoureusement auprès du Conseil de sécurité de l'ONU pour dire « je ne comprends pas comment un des partenaires de la paix s'en prend à un avion de la mission de la paix. » Et de mon point de vue, vu ce qui est la mission du Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité aurait dû réagir vigoureusement par rapport à ça, demander une enquête et d'ailleurs profiter de l'occasion pour faire ce que le FPR ne voulait pas, c'est-à-dire fouiller dans les armements du FPR pour savoir quel est l'état de son armement pour pouvoir attaquer un aéronef de la mission des Nations Unies. Est-ce que s'ils attaquent un aéronef de la mission des Nations Unies, ils seraient susceptibles d'attaquer un autre type d'aéronef? Ça me paraît être le minimum auquel on aurait pu s'attendre à ce moment-là. Mais ça n'a pas été fait.
Mais l'attentat est commis. Et une fois que l'attentat est commis, là encore une fois de plus, mais personne n'a envie de mener une enquête avec beaucoup d'enthousiasme et de détermination pour savoir qui a fait ça. Alors, j'observe simplement que quelques jours donc après l'attentat, la mission conjointe d'évacuation des expatriés qui étaient au Rwanda, mission à laquelle le colonel Marshall a fait allusion tout à l'heure, que ce soit la mission des Belges, des Américains et des Français, Amaryllis et bien entendu Silverback et la mission américaine, venaient effectivement expatrier, évacuer les citoyens occidentaux qui étaient sur place et d'autres citoyens qui étaient sur place. Bon, cette mission était quand même une mission faite par des professionnels de la sécurité. Et donc, c'était l'occasion idéale pour éviter effectivement l'escalade de la violence, c'est-à-dire une opportunité pour la communauté internationale d'arrêter, d'étouffer dans l'œuf le processus des massacres. Eh bien non. Les choses ne se passeront pas comme ça, puisque, évidemment, qui va menacer cette mission d'évacuation? C'est le FPR, qui donnera 48 heures à ses troupes de la communauté internationale de quitter le territoire. Alors, moi, ce que je n'ai pas compris, la logique intellectuelle qui autorise un partenaire de la paix à donner 48 heures à des forces multinationales ou à des forces effectivement étrangères qui sont en mesure sur le plan militaire et sur le plan sécuritaire d'empêcher des massacres, de leur donner 48 heures, je ne comprends pas quel est l'objectif recherché quand on prend une telle décision. Eh bien, effectivement, à mon grand étonnement, eh bien, la France, la Belgique et les États-Unis ont accepté l'ultimatum du FPR, ont quitté le territoire, ont évacué les civils et sont partis. Alors, le 13 avril, à peu près, je dirais, pratiquement une semaine après le début des massacres, le FPR écrit une lettre à l'ambassadeur Colin Keating, donc qui était le président du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, pour lui dire qu'il y a un génocide qui est en train d'être commis au Rwanda par les forces gouvernementales. Bon, le problème, c'est que effectivement, si le FPR est convaincu qu'un génocide est en train de se dérouler, on ne comprend pas pourquoi ils ont donné 48 heures à ceux qui étaient en situation de pouvoir l'empêcher ou l'arrêter, donner 48 heures pour que ces gens quittent le territoire. Et le 13, une semaine après, ils envoient une lettre pour dire qu'il y a un génocide. Bon, mais dans ce génocide qui est donc en train d'avoir lieu, le FPR, lui, ne demande pas que la communauté internationale intervienne pour l'arrêter. Ce qui est beaucoup plus grave dans ce processus, c'est que le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Boutros-Ghali, lui, écrit au Conseil de sécurité pour demander qu'on renforce la MINUAR et que la communauté internationale déploie des troupes sur place pour arrêter le massacre. Et au même moment où le secrétaire général des Nations Unies saisit le Conseil de sécurité, le Rwanda écrit à nouveau au président du Conseil de sécurité, donc le 26 avril, pour lui dire que ce qui est en train de se passer au Rwanda est un génocide et que c'est le gouvernement rwandais qui est en train de commettre ce génocide-là et donc ces gens-là méritent d'être arrêtés. Bon, et ils disent encore dans cette même lettre que tout le monde est en train de demander le cessez-le-feu parce que la MINUAR, à ce moment-là, demande effectivement le cessez-le-feu. Les forces gouvernementales rwandaises demandent le cessez-le-feu.
et le secrétaire général des Nations Unies demande le cessez-le-feu, mais le FPR répond, écrit au président du Conseil de sécurité pour lui dire que si effectivement tout le monde parle de cessez-le-feu, le cessez-le-feu, en fait, est un élément marginal et je dirais, pour reprendre sa propre expression, le cessez-le-feu est insignifiant par rapport au génocide qui est en train d'être commis. Mais nom de Dieu, si vous êtes convaincu qu'il y a un génocide, que ce génocide est extrêmement grave contre les populations, mais pourquoi vous opposez-vous à ce que les Nations Unies interviennent? Pourquoi ne saisissez-vous pas le Conseil de sécurité pour faire intervenir les forces, le renforcement de la MINUSMA avec un mandat de faire arrêter les massacres, mais vous êtes plutôt en train de vous opposer à ce que les Nations Unies interviennent. Donc, ce processus-là, ces actions du FPR m'ont beaucoup intrigué. Et je me rends compte que le FPR ne s'arrête pas là. Mais le 29 avril, ils écrivent au secrétaire général des Nations Unies pour demander la création d'un tribunal pénal international pour juger les auteurs du génocide. Bon, c'est une belle initiative. Dès lors où le FPR, lui, est déjà en situation de connaître qu'il y a un génocide, 2, connaît les auteurs du génocide, 3, demande que ces auteurs du génocide soient poursuivis. Bon, mais le problème, c'est qu'il est lui-même acteur de la situation qui génère le génocide, mais pourquoi n'intervient-il pas? Et le FPR envoie encore une lettre en disant que ce n'est pas nécessaire que les Nations Unies interviennent parce que le FPR est en capacité militaire de protéger la population rwandaise. Et le FPR dit même qu'il est de la responsabilité morale du FPR de protéger les citoyens rwandais. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de protection des citoyens rwandais. Et la communauté internationale, une fois de plus, ne dit rien. Mais ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est que la communauté internationale décide au mois de mai de voter un embargo sur les armes. Alors, quand on vote un embargo sur les armes, moi je pense, et je pense que tout le monde, les Rwandais les premiers, pouvaient penser que cet embargo sur les armes visait les deux parties. Manifestement, la formulation de cette résolution vise plutôt le gouvernement rwandais, puisque par après, on accusera le gouvernement rwandais de chercher à acheter les armes en violation de l'embargo. Alors, je me rends compte à ce moment-là que, effectivement, pour la communauté, enfin pour les pays membres du Conseil de sécurité, l'OFPR en tant que mouvement rebelle et l'État rwandais ou le gouvernement rwandais sont sur le même plan. C'est-à-dire que en matière de droit international, celui qui a le respect et la responsabilité de la sécurité de l'État rwandais et des citoyens rwandais, c'est le gouvernement rwandais, c'est la République rwandaise représentée par son président et son gouvernement. Ce n'est pas la rébellion. Mais à partir du moment où on sait que la rébellion est armée, a fait rentrer des armes clandestinement, que cette rébellion n'a pas de sanction, que le gouvernement qui a envie de lutter contre cette rébellion cherche à avoir un dispositif militaire qui lui permet d'assurer la sécurité de ses populations en est privé, on ne sait plus exactement ce que veulent les membres du Conseil de sécurité. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que les exigences de paix et de sécurité qui, sur le papier, relèvent, sont le cheval de bataille du Conseil de sécurité, des pays membres du Conseil de sécurité, sur le terrain, au Rwanda, ce n'est pas ça qui constitue effectivement leur cheval de bataille. Et c'est pour cette raison qu'effectivement, la MINUSMA n'aura jamais réussi à avoir le cessez-le-feu facilement, n'aurait jamais réussi à avoir un renforcement pour pouvoir arrêter les massacres, et que finalement, la MINUSMA se sera retrouvée en situation d'incapacité d'accomplir sa mission. Et quand le colonel Marshall dit à juste titre qu'il ne faut pas tirer sur l'ambulance,
mais ils ne croient pas si bien dire, puisque beaucoup de gens ont voulu attribuer les responsabilités à la MINUAR, mais les gens ont oublié que la MINUAR n'était pas tombée du ciel pour agir et que la MINUAR n'avait pas les pleins pouvoirs. Ceux qui avaient les pleins pouvoirs et qui pouvaient permettre d'arrêter tout ça, c'était les pays membres du Conseil de sécurité. Et à l'intérieur de ces pays membres du Conseil de sécurité, on va constater par exemple que les gens qui sont pour l'embargo contre le gouvernement rwandais, ce sont les États-Unis et la Grande-Bretagne. On va remarquer, par exemple, que lorsque le secrétaire général des Nations Unies demande le renforcement de la MINUAR et que le général Dallaire et tous les autres demandent le renforcement de la MINUAR, ceux qui vont s'opposer au renforcement de la MINUAR, ça va être non seulement l'OFPR qui écrit des lettres pour dire qu'il ne faut pas renforcer la MINUAR, il ne faut pas faire venir une force d'interposition, ce sont les États-Unis encore qui vont dire, à travers la phrase de Madeleine Albright, donc qui était l'ambassadrice des États-Unis au Conseil de sécurité, qui dit très clairement qu'il faut laisser une force squelettique au Rwanda. C'est-à-dire qu'au mois de mai, au moment où les massacres sont, le pic des massacres est en train d'atteindre le firmament, et c'est à ce moment-là que Madeleine Albright demande de laisser une force squelettique. Donc, quand vous prenez ces éléments et que vous les analysez, vous comprenez très clairement que l'objectif qui est celui du Conseil de sécurité des Nations Unies, ou en tout cas de certains membres influents du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce n'est pas la mission d'assurer la paix au Rwanda. C'est un encouragement à la guerre, c'est un encouragement à la prise du pouvoir, non pas par le processus de transition et la démarche qui consiste à aboutir, qui a permis aux accords d'Arusha d'aboutir à un gouvernement à base élargie, mais c'est de favoriser en quelque sorte sur le terrain une des parties au conflit qui a une stratégie militaire, comme le colonel Luc Marshall l'a dit. Et donc, quand vous analysez ce qui est dit au niveau du Conseil de sécurité et ce que le colonel Marshall et les autres observent sur le terrain, vous voyez qu'il y a une adéquation entre les encouragements, l'absence de sanctions au niveau du Conseil de sécurité par rapport aux actions du FPR et évidemment la volonté qui va conduire progressivement le FPR à aller vers la conquête du pouvoir par les armes et donc à obéir à la stratégie que le FPR avait clairement définie, qui était celle effectivement de renverser le régime en place. Et c'est effectivement ce qu'ils ont fait. Et donc, je reviens donc sur ces éléments pour dire que à la lecture de la stratégie qui est celle du FPR de faire passer des armes clandestinement au Rwanda pour préparer la guerre, de violer effectivement les dispositions qui sont prises au niveau de la MONUSCO, dont par la résolution 846, l'absence de sanctions qui va être celle du Conseil de sécurité des Nations Unies lorsque les rapports lui sont adressés que le FPR viole effectivement ces dispositions de surveillance de la mission d'observation. On regarde également que après l'attentat, le FPR est engagé dans une course folle vers la guerre en refusant systématiquement le cessez-le-feu qui est proposé et par ses adversaires du gouvernement, mais également par la MINUAR, et qu'en face de cela, il n'y a pas de sanctions de la part du Conseil de sécurité pour dire qu'on ne comprend pas pourquoi vous ne respectez pas le cessez-le-feu qui vous est proposé et pourquoi vous ne voulez pas aller, malgré le fait qu'il y a eu un attentat, vers les accords, le respect des accords d'Arusha qui étaient demandés à corps et à cri par le gouvernement intérimaire. Qu'au même moment où le FPR écrit des lettres au Conseil de sécurité, les membres du Conseil de sécurité, le président du Conseil de sécurité en la personne de M. Keating, ont plus tendance à écouter le FPR et même à organiser des conférences de presse pour le compte du FPR au sein du Conseil de sécurité, plutôt que de sanctionner le FPR pour le non-respect des engagements vers le processus de paix. Eh bien, quand vous mettez ces actes-là ensemble entre
les principes énoncés au sein du Conseil de sécurité, les actions qui sont posées sur le terrain et l'absence de sanctions en face, vous comprenez effectivement que la stratégie au sein du Conseil de sécurité était, en tout cas pour un certain nombre de membres du Conseil de sécurité, était une volonté d'encourager une volonté de guerre. Donc, il n'y a pas, de ce point de vue-là, échec. On ne peut pas dire qu'il y a un échec des Nations Unies, il n'y a pas un échec du Conseil de sécurité, il y a plutôt une victoire du Conseil de sécurité, ou en tout cas de certains membres du Conseil de sécurité qui étaient sortis dans les faits de la mission qui était celle du Conseil de sécurité, c'est-à-dire assurer et garantir la paix internationale et la paix au Rwanda, mais ils ont plutôt encouragé la guerre et la victoire militaire qui était l'objectif principal du FPR. De ce point de vue-là, les objectifs du FPR ont rejoint les objectifs d'un certain nombre influents du Conseil de sécurité qui ont abouti effectivement à une victoire militaire et bien entendu à une victoire politique. On est donc loin de l'échec qu'on nous a toujours évoqué comme quelque chose de totalement vague qui est imprécise et à laquelle on ne peut pas mettre un nom, un visage, etc. Donc, je termine sur ce point-là en disant, en répondant clairement à la question, que le Conseil de sécurité et la communauté internationale n'ont pas échoué à imposer la paix au Rwanda, parce que si la paix était l'objectif principal de la situation qui s'est produite au Rwanda en 1994, le Conseil de sécurité avait tous les moyens politiques pour pouvoir imposer cette paix-là. Et si la communauté internationale, en tout cas les membres du Conseil de sécurité, ont été complaisants dans la démarche qui consistait à imposer la paix, à obliger les partenaires à accepter la paix, eh bien, c'est qu'ils avaient une autre volonté politique qui était celle de laisser tout au moins le FPR remporter sa victoire militaire. Et de ce point de vue-là, eh bien, on ne peut pas parler d'échec, mais on peut parler plutôt de absence de volonté politique d'assurer la paix et la sécurité. Et je rejoins de ce point de vue-là la conclusion du colonel Marshall quand il parle d'absence de volonté politique. C'est très clairement exprimé dans les documents du Conseil de sécurité de l'ONU et ce n'est pas nécessaire qu'on continue à tourner autour du pot sur cette affaire-là en donnant l'impression qu'il y a un échec qu'on ne peut pas identifier. Il est clair, il est établi que on a encouragé cela, on a encouragé la guerre et la victoire militaire. Mais simplement, la difficulté, c'est qu'on ne veut pas l'assumer, parce qu'assumer cela, ça signifie que le Conseil de sécurité qui a la mission d'œuvrer pour la paix et pour la sécurité, eh bien, a choisi autre chose. C'est ça qui est plus difficile au niveau de l'image de la communauté internationale du Conseil de sécurité à assumer, mais dans les faits, eh bien, c'est manifestement ce qu'on retrouve à la fois dans les faits et dans les décisions qui ont été prises. Je vous remercie. Nyir'ubukozwemo nyir'ubuteruranwe nake bakinumira nyir'ubukozwemo nyir'ubuteruranwe nake bakinumira nyir'ubukozwemo nyir'ubuteruranwe nake bakinumira nyir'ubukozwemo nyir'ubuteruranwe nake bakinumira